Le Grand Est, berceau des lumières de Noël, présente Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Ah, chers amis, auditeurs et tristes de Sud Radio, en la période de Noël dans laquelle nous baignons déjà, je vous propose de plonger encore au plus profond, au cœur même de ces festivités de Noël, là même où elles sont nées, en cette région qu'on appelle aujourd'hui le Grand Est et qui commence, rappelons-le, à 100 km de Paris au départ de Nogent-sur-Seine dans l'Aube. Le Grand Est est vraiment très grand. Et heureusement qu'ils sont là, les Grands Estiens, car dans la tension anxiogène de ces derniers jours, ils vont encore nous régaler de ces festivités féeriques, de ce moment de Noël où une certaine magie opère comme une pause, une trêve, un temps suspendu, et ça nous fera du bien. Et quoi de mieux pour comprendre l'esprit de Noël que de nous intéresser au cœur même de cette vaste région, encore rurale à 90%, plantée de majestueuses forêts de sapins où elles furent inventées. La légende dit que c'est à Strasbourg en 1570 que fut lancé le premier marché de Noël dans notre pays. En tout cas, chaque année, la tradition perdure et se renouvelle dans une même féerie de décors, de célébrations, de lumière et d'ondes positives. Oui, cet étonnant territoire du Grand Est qui réunit tout de même 10 départements, première région française en termes du nombre de communes et frontalier de 4 pays, où est née la Marseillaise aussi, va encore produire cette année une centaine de marchés de Noël entre ces villes, étapes et signatures que sont Nancy, Metz, Reims ou bien sûr Strasbourg, sans oublier Charleville, Mézières et Colmar et même Kaysersberg, on va en parler, pour vous donner une idée du terrain de jeu du nord au sud. Alors, que voir, que faire, que ne pas manquer? Quels seraient les quelques incontournables de cette grande fête de Noël à l'Est? Réponse dans cette émission. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et autour de cette table, nous accueillons Cédric Goutte, vice-président de la région Grand Est, délégué au tourisme. Enfin, autour de cette table, Cédric a préféré rester à Voipy et il est beaucoup mieux que de venir à Paris. Bonjour Cédric. Et bonjour à vous. Vice-président de la région Grand Est, délégué au tourisme. Christophe Bergamini est également avec nous. Il est directeur de l'office de tourisme de la vallée de Kaysersberg en Alsace. N'est-ce pas, Christophe? Oui, bonjour à tous. Clémence Pouget est maire de Yutz en Moselle. Bonjour Clémence. Bonjour. Et Antoine Imbert est chargé de promotion et d'événements pour la ville d'Épernay, département de la Marne en Champagne. Bonjour Antoine. Bonjour. On commence avec vous, Monsieur le Président de la première grande région de France où il y a le plus de, on va le dire, de marchés de Noël. Est-ce que vous pouvez nous la présenter, ce grand territoire avec comme frontière l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse? Ça va de, on l'a dit, de Nogent-sur-Seine jusqu'à Charleville-Mézières, Colmar, et ça englobe tout ça, c'est ça? Vous avez presque tout résumé. Il faut venir la visiter. C'est surtout ça qui est le plus intéressant. C'est-à-dire que, surtout sur ces festivités de Noël, on peut faire plusieurs marchés de Noël, que ce soit en Alsace, dans la Marne, dans la Lorraine également, en Lorraine également. Et En Champagne? Ouais, bien sûr, Champagne aussi. Alors, plus Champagne, on aura l'occasion notamment d'évoquer les 100 ans de la rue de Champagne. Et c'est vrai que c'est aussi un événement majeur sur cette belle région Grand Est. En tout cas, on a encore mis les petits plats dans les grands pour justement permettre à chacun qui va venir en région Grand Est de pouvoir profiter notamment de ces festivités de Noël, surtout dans des temps qui peuvent être un tout petit peu moroses, Oui. d'avoir ce côté, on va dire, très sympathique et très jovial. Quand on rentre dans un marché, quel qu'il soit et où qu'il soit, on a toujours le sourire et on est toujours accueilli avec grand plaisir. Alors, avec un peu de vin chaud aussi, ça fait du bien. Bien sûr. sûr. Dangereux pour la santé, mais c'est toujours aussi agréable de pouvoir goûter des Spritz d'Alsace, d'aller prendre également d'autres biscuits ou d'autres lieux, notamment d'artisanat qui est mis en avant sur les différents sites. En tout cas, voilà, c'est une région qui est grande, qui est vaste, mais qui fait toujours plaisir quand on la rend visite et quand on s'y installe, bien sûr aussi. Alors, Christophe Bergamini, directeur de l'office de tourisme de la vallée de Kaysersberg, est-ce qu'on peut dire que votre adorable commune, qui a d'ailleurs été qui a été ville préférée des Français en 2000 combien? En 2017, Christophe. 2017. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on a dû se connaître, hein, 2017. Tout ça nous rajeunit pas. Ça doit être ça. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est située entre la route des Crêtes et la route des Vins et que c'est un village de combien? 2700 habitants? Ouais, c'est ça. Alors, on est déjà dans le Grand Est, on est en Alsace, comme vous l'avez dit, situé entre la route des Crêtes qui fait la limite avec le département des Vosges, et puis la route des Vins qui va du nord au sud de notre belle Alsace. Donc oui, 2700 habitants. Alors c'est juste un petit peu plus pendant la période de Noël. Hein. Oui, alors il paraît, on me dit que 300 000 visiteurs durant 5 week-ends vont être attendus. Est-ce que vous confirmez ce chiffre?
Je confirme le chiffre et c'est 4 week-ends parce que nous, 4 week-ends. ouais. La force de Noël à Kaysersberg et de beaucoup de Noël en Alsace, c'est qu'on est aussi sur la période de l'Avent et nous, on ouvre que le vendredi 28, alors que déjà beaucoup ont ouvert dans le Grand Est depuis vendredi et samedi dernier, le 22. Donc voilà, nous, on respecte cette tradition parce que c'est ancré depuis 37 ans maintenant, depuis 1987, avec un triptyque qui ne change pas, avec des exposants triés sur le volet, pas de Made in China, pas de Made in Taïwan chez nous, mais je crois qu'il n'y en a pas dans le Grand Est, donc ça, il y a un vrai effort qui est fait là-dessus. Et puis, une exposition sur le thème de tissus en Alsace, et puis bien sûr, les concerts à l'église Sainte-Croix tous les dimanches. D'accord. Un petit mot sur le village de Kaysersberg, qui est quand même un village alsacien typique, avec un château qui se visite, et quand on monte en haut du donjon, on a une vue absolument sublime. Oui, c'est un village qui accueille beaucoup de touristes aujourd'hui, hein, c'est sûr. Lorsqu'on vient en Alsace et quand on vient dans le Grand Est, peut-être pas encore dans le Grand Est, quand on est du côté d'Épernay, on se dit pas si on a loupé notre séjour dans le Grand Est pour avoir visité Kaysersberg. Mais c'est vrai que ça se visite. C'est un petit village médiéval avec des remparts, avec un château. C'est plus de 200 000 personnes qui montent tout en haut du château chaque année pour voir cette superbe vue sur la plaine d'Alsace. Et puis, par beau temps, comme certains jours comme aujourd'hui, on peut apercevoir la Schwarzwald et pourquoi pas la Schwarzwald pour ceux qui ne sont pas bilingues, la forêt noire. Et puis, on a également les Alpes par moment de possible à voir. Très bien. Clémence Pouget, maire de Yutz en Moselle, comment vous pourriez nous présenter votre village qui est situé derrière la gare de Thionville, on peut le dire, hein? Alors, notre village, notre ville quand même. Notre ville, hein. oui. Ah, pardon, oui, c'est vrai. 18 000 habitants. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Presque 18 000, ouais. Oui. Eh ben, nous avons une ville très agréable à vivre. On est collé à Thionville et on est à environ 30 km de la frontière luxembourgeoise et de Luxembourgville. Donc, avec beaucoup de frontaliers qui vont y travailler. Donc, et beaucoup d'animations, beaucoup d'associations, une ville très active. Est-ce qu'on peut dire que la ville est située dans un coude de la Moselle, bordée de collines, et composée d'à peu près la moitié de son territoire en espace vert? Oui, la moitié de la superficie de la commune, c'est de l'espace vert, de l'agricole, de la forêt. Et en plein milieu, notre aéroparc de 42 hectares, qui est la réhabilitation de notre ancien aérodrome, que mes prédécesseurs ont décidé de transformer en parc urbain qui fait le bonheur des enfants, des sportifs, des promeneurs, de tout le monde. D'accord. Et alors vous, on va en parler, vous allez fêter les fêtes de Noël sous un thème un petit peu différent que nos amis alsaciens et même champenois. Ah bah nous, je pense qu'on est les seuls à avoir Au monde. On n'a pas un marché de Noël. On a un marché de Saint-Nicolas, parce Voilà. qu'à Yutz, Saint-Nicolas, c'est notre patron depuis toujours, avec une confrérie de Saint-Nicolas qui existe depuis presque 400 ans. Et on fonctionne, et donc on démarre pas au moment de l'Avent, on démarre au moment de la Saint-Nicolas. Et c'est pour 3 week-ends et 15 jours, avec un marché qui est sûrement plus petit que ceux dont on va parler aujourd'hui, mais fait avec le cœur, pour les Yussois, avec des associations, beaucoup d'artisans Yussois qui ont un travail et qui ont une activité annexe chez eux. Donc voilà notre spécificité. Très bien. Antoine Imbert, vous êtes chargé de promotion et d'événements pour la ville d'Épernay. 22 000 Sparnassiens, 2 heures par la route à l'est de Paris. Vous êtes la 3e ville de la Marne, 27 km au sud de Reims. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui fait l'attrait de la ville et dont tout le monde parle, c'est cette avenue du Champagne? Alors oui, tout à fait. On a la chance d'avoir cette avenue de Champagne à Épernay sur laquelle sont installées différentes maisons de champagne et différents vignerons depuis un certain temps. Et ces maisons de champagne, justement, participent à l'événement phare de la fin d'année à Épernay, que sont les Habits de Lumière, qui est organisé donc par la ville d'Épernay et par les maisons et vignerons de l'avenue de Champagne. Alors l'aspect physique de cette avenue de Champagne, c'est quoi? C'est presque 1 kilomètre d'une très belle avenue, superbement éclairée, avec la féerie de Noël. Et qu'est-ce qu'il y a de chaque côté? Alors c'est en effet une avenue d'environ 1 kilomètre sur laquelle vous retrouvez donc des bâtiments emblématiques dans différents styles
donc des maisons de champagne qui sont installées, pour certaines qui ont leur siège sur l'avenue de Champagne. Et c'est aussi une avenue résidentielle, c'est une avenue aussi qui a une vocation industrielle avec notamment des fonctions économiques et d'entrepôt. Vous avez aussi évidemment des résidents qui séjournent à l'année sur l'avenue et également l'hôtel de ville d'Épernay et différents jardins publics qui sont accessibles, notamment celui du musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale. Et je me souviens pour y être allé que c'est très joli, c'est une avenue, on se croirait dans un parc d'attractions, c'est propre, c'est joli, c'est éclairé, toutes les façades sont nickel, il y a un petit côté comme ça figé dans le temps qui est très agréable. Oui, tout à fait. C'est une avenue qui a été rénovée récemment et qui permet justement de proposer une balade plutôt sympathique, à la fois sur l'avenue de Champagne, à la découverte de ces maisons majestueuses et emblématiques. Et on a aussi l'occasion, à travers différentes visites de maisons, de pouvoir explorer les dessous de l'avenue de Champagne, qui abrite un certain nombre de kilomètres et un certain nombre de bouteilles de champagne dans ces caves. C'est marrant, je vois que tout le monde hoche la tête. J'ai l'impression que tout le monde connaît un peu les caves de nos amis qui sont le plus à l'ouest de chez vous. Vous connaissez Cédric ? Ah, bien sûr, j'ai eu la chance de pouvoir, bien sûr, déambuler dans les caves. On n'a pas eu le droit de boire dans les caves parce que c'est aussi de très belles bouteilles qui y sont stockées avec également des anciennetés assez importantes vis-à-vis de certains crus. Mais c'est vrai qu'on, à la fois de l'extérieur, à la fois dans notamment certains lieux, il y a également toute l'histoire qui est racontée dans les différentes maisons qui sont présentes dans cette rue. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est de pouvoir visiter ces caves qui sont, comme ça a été précisé, à des kilomètres. C'est-à-dire que on dit que c'est la rue, une des rues les plus chères au monde, à la fois de l'extérieur, mais surtout aussi grâce au sous-sol avec le stock qui est également présent. Parfait, on va continuer à découvrir vos territoires, chers amis, du Grand Est, de Kaysersberg à Épernay, en passant par Yutz, et puis même Voipy. On va en parler un petit peu de Voipy. On marque une pause et on se retrouve juste après. À tout de suite. Le Grand Est, berceau des Lumières de Noël, présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gickel. Le Grand Est, berceau des Lumières de Noël. Nous y sommes avec nos 4 invités dans la France à découvrir. Cédric Goutte, qui est le vice-président de la région Grand Est, délégué au tourisme. Christophe Bergamini est directeur de l'office de tourisme de la vallée de Kaysersberg en Alsace. Clémence Pouget est maire de Yutz en Moselle. Et Antoine Imbert nous parle de cette avenue du Champagne, car il est chargé de promotion et d'événements pour la ville d'Épernay, dans le département de la Marne, en Champagne. Une petite question, Cédric Goutte, sur votre région, pour nos auditeurs, hormis Noël, est-ce qu'on peut dire que c'est une région d'espace vert où il fait bon s'immerger en pleine nature et que c'est un territoire de randonnée fantastique? Tout à fait. Alors, dans la forêt dont Christophe parlait, la Schwarz, je crois, sur La Schwarzwald. C'est la forêt noire. Alors, faut savoir, faut pas confondre la forêt noire en tant que dessert, de la forêt noire en tant que notamment forêt. Mais c'est vrai que on a cette chance-là d'avoir un territoire certes qui est large, mais qui permet en l'occurrence à chacun d'y trouver un intérêt. Il y a de cela quelques jours, quelques semaines, on a déjà la neige qui est tombée au niveau des Vosges et qui permettent à des personnes de pouvoir en profiter, de pouvoir se balader certes dans les randonnées. Et je veux même donner quelques petites adresses. Je pense que c'est aussi important pour les auditeurs. Bien sûr. De se dire, on va peut-être faire un petit hébergement insolite, un hébergement de cabane dans les arbres qui se situe notamment aussi pas loin de Mulhouse et de Colmar, à Goldbach-Altenbach, qui en l'occurrence propose ce type d'hébergement. Et vous avez également la possibilité de vivre différemment ces fêtes de Noël avec aussi des bains chauds extérieurs, avec également cette volonté d'avoir une vue extraordinaire sur les forêts, que ce soit vosgiennes, du massif des Vosges, donc côté Alsace ou du côté des Vosges, parce que le massif des Vosges est sur les 2 départements, et cette nécessité aussi de pouvoir profiter de ces moments féeriques. On a certes les marchés de Noël, mais on a d'autres lieux qui sont aussi très symboliques. Forcément, je vais parler des marchés de Noël de Metz, où on a un événement qui est lancé là depuis quelques jours aussi, qui s'appelle Céleste. C'est un mapping intérieur, donc au niveau du temple protestant, qui permet, on va dire, à toutes les personnes de pouvoir venir le soir et de profiter de ce mapping qui dure quand même 40 minutes. L'Alsace, Strasbourg avait pu le faire et ça s'est terminé il y a de cela quelques jours, mais la volonté c'est de pouvoir allier aussi quand il fait pas forcément si beau que ça, quand il pleut ou quand il y a quelques, on va dire, pas rayons de soleil, il y a très peu de rayons de soleil qui sortent, c'est de pouvoir avoir aussi d'autres choses à faire. Et c'est ce qu'on essaie de mettre à chaque fois en place pour justement faciliter l'accueil de tous nos visiteurs.
Alors, Oui, forêt, randonnée, marché de Noël, on boit, on mange un peu. Et l'idée par rapport à ça, c'est de passer un bon moment et surtout en famille, parce que je pense que la région Grand Est est réellement considérée comme une région familiale où on peut faire beaucoup de choses avec les enfants ou en couple ou seul et on ne s'ennuie jamais. et à Kaisersberg, Christophe Bagamini, est-ce qu'on peut dire que la ville était vraiment la ville carte postale du village alsacien par excellence, avec la bonne ambiance alsacienne, familiale, plutôt bon enfant, et de découverte des traditions de Noël? Oui, bien sûr, mais ça, c'est quelque chose qui est ancré au cœur des habitants de Kaisersberg, parce que vous savez, pour faire un marché de Noël, il faut aussi qu'il y ait une envie de l'ensemble des habitants, de la collectivité. Pour Madame le maire de Yutz le disait, hein, beaucoup d'associations qui sont présentes. Bien sûr, nous, c'est une association Noël à Kaisersberg qui, depuis 1987, ont lancé ce marché de Noël et ça existe encore. Donc, effectivement, l'âme, elle est là, se balader dans les rues de Kaisersberg, c'est extraordinaire. Cédric Goutte le disait tout à l'heure, nous, on a la chance d'être tout proche de stations de ski, notamment celle du lac Blanc. Effectivement, la neige est tombée. On a pu ouvrir une partie du domaine alpin, une partie du domaine de ski de fond. Donc voilà, quand on vient au marché de Noël, on peut avoir, j'allais dire, plusieurs choses à faire. Et puis bien sûr, visiter les autres marchés de Noël. On parle beaucoup de Kaisersberg aujourd'hui, mais il y a pléthore autour de Kaisersberg. L'idée aussi, c'est de faire découvrir, je pense notamment au marché de Noël de Münster, qui est moins connu que celui de Kaisersberg. Vous avez celui de Bergheim, vous avez celui de Zundefen. Enfin voilà, il y a énormément de marchés et au lieu de venir en permanence tous au même moment à Kaisersberg, allez sur les autres marchés et puis regardez, on a la chance d'avoir mis en place avec le soutien de la région des navettes de Noël qui vous permettent de pas vous déplacer avec votre voiture, mais de prendre un bus toute la journée, de vadrouiller dans les différents marchés. Donc c'est ça aussi l'esprit un peu de Noël aujourd'hui en Alsace et dans le Grand Est. On est vraiment dans cet esprit d'essayer d'être un peu plus durable et un peu plus respectueux de l'environnement aussi, et en même temps de visiter ces beaux moments et ces beaux endroits. Très bien. Et à Yutz, Clémence Pouget, maire de Yutz, est-ce que l'ambiance est un petit peu différente, puisque Saint-Nicolas, c'est pas tout à fait le Père Noël? Non, mais il fait à peu près les mêmes choses. Oui. Sauf qu'il est un peu en avance par rapport au Père Noël. Donc déjà, il défile. Donc le 6 décembre, nous avons notre association phare qui organise aussi depuis une trentaine d'années le défilé de Saint-Nicolas dans les rues de la ville. Des chars qui sont montés par nos associations et on a tout un tas de personnes qui participent pour porter les torches, pour accompagner Saint-Nicolas sur nos deux grandes avenues qui sont la rue Roosevelt et l'avenue des Nations. Et il va aussi dans toutes les classes de toutes nos écoles maternelles et primaires pour rapporter bien entendu des chocolats pour les enfants sages. Pour les plus petits, on rajoute un petit livre pour qu'ils découvrent aussi la lecture. Mais oui, Saint-Nicolas participe activement. Il est tous les jours sur notre marché de Saint-Nicolas. Donc les enfants qui viennent le visiter, parce qu'il va dans les classes, mais les classes viennent aussi sur le marché. Les visiteurs, je vais dire du monde entier, viennent visiter Saint-Nicolas aussi, et il est là pour leur donner des bonbons à chaque enfant qui passe. Et est-ce qu'il est comme est-ce qu'il est comme le Père Noël? Il est en rouge, il a une barbe, il a un gros ventre et il se fait ouf ouf ouf. Non. Non, mais taisez-vous, Mais non, Christophe, pas du tout. Saint-Nicolas est en mauve. Ah, bah voilà. Il n'est pas en rouge, mon Dieu. Mais il a une barbe. Il a une barbe. Bah, regardez, vous l'avez derrière moi. Ah, très bien, je le vois. Il est magnifique. Mais il est beau comme tout. Et en plus, il y a une confrérie de Saint-Nicolas à laquelle il faut absolument adhérer. Ce sera le 372e chapitre. Oui, donc avec une messe dans l'église de Saint-Nicolas de Yutz, où on a les petits pains sont bénis et distribués à tous les fidèles, et on rentre dans cette confrérie. Alors, on n'adhère pas, on est invité par les confrères et consoeurs à y rentrer. Et donc, ils font aussi un travail formidable parce que tout l'argent qui est récolté, c'est redistribué dans des actes solidaires. Et on est
À Yutz, on aime bien ça. On aime bien participer pour des belles choses et ils rencontrent un grand succès pour ça. Et Antoine Imbert, chargé de promotion et d'événements pour la ville d'Épernay. Est-ce que nous, à Épernay, alors en plus on va fêter les 100 ans, je crois, de l'avenue de Champagne, donc ça va être un grand événement cette année. Est-ce qu'il y aura un Père Noël aussi ? Alors oui, tout à fait. Vous avez des animations de Noël à Épernay qui débutent d'ailleurs ce week-end jusqu'à début janvier, avec différents temps forts qui sont prévus, et notamment la présence évidemment du Père Noël d'ici quelques jours. Est-ce qu'il y aura une manifestation particulière pour les 100 ans de l'avenue de Champagne ? Alors nous organisons justement, la ville d'Épernay organise cette année la 25e édition de ses Habits de Lumière, en collaboration avec les maisons de Champagne et vignerons donc de l'avenue de Champagne dont on parlait tout à l'heure. Et donc c'est la 25e édition de cette manifestation qui permettra de fêter également les 100 ans de l'avenue de Champagne et les 10 ans de l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO des coteaux, maisons et caves de Champagne. Donc on a ce triple anniversaire cette année à célébrer, et donc c'est vraiment le moment pour le coup de venir à Épernay, donc mi-décembre, les 12, 13 et 14 décembre, pour fêter ces 3 anniversaires pendant les Habits de Lumière, pendant tout le week-end. Est-ce que ça veut dire qu'on aura les yeux émerveillés de voir du mapping sur les façades, des lumières partout ? C'est ça l'idée des Habits de Lumière, hein, c'est vraiment de réenchanter la ville. Tout à fait. L'idée, c'est de mettre en lumière justement l'avenue de Champagne pendant 2 soirées festives, donc le vendredi et le samedi soir. 2 soirées festives pendant lesquelles la ville d'Épernay propose des spectacles. Donc vous parliez notamment de vidéo mapping sur des façades emblématiques de l'avenue. Nous aurons aussi des spectacles vivants et des parades déambulatoires sur l'avenue de Champagne qui est rendue piétonne pour l'occasion. Des installations lumineuses gigantesques. Des feux d'artifice, voilà, différents spectacles seront proposés par la ville, et en parallèle, les maisons de Champagne ouvrent leurs cours pendant ces 2 soirées pour proposer des bars à champagne, des concerts avec des offres de restauration pendant les 2 soirées. Et donc l'idée, c'est de proposer une balade au public présent et qui vient en nombre chaque année, de lui proposer une balade sur cette artère d'1 kilomètre de long. Je vois que Christophe Bagamini est intéressé par ces manifestations et qu'il va quitter son petit village de Kaysersberg de pure tradition alsacienne pour aller à Épernay. Ah mais ouais, mais alors ce qu'il faut savoir, Christophe, c'est qu'il faut vadrouiller dans cette région Grand Est au moment de Noël. Absolument. C'est intéressant parce qu'on a tous nos particularismes. Alors même si la Saint-Nicolas, ce n'est pas que Lorrain. Alors je suis Vosgien moi au départ, donc j'ai un meilleur souvenir, Christophe, des cadeaux de Saint-Nicolas que les cadeaux de Noël. Donc pour vous dire, l'ancrage était fort, mais il existe également en Alsace. Il est aussi de passage, mais c'est rien à voir avec le défilé que Clémence nous parlait à Yutz, rien à voir avec le défilé, je pense, de celui de Nancy, je pense à celui d'Épinal. Enfin voilà, alors, je sais pas si Antoine, vous avez aussi ce Saint-Nicolas, vous, en Champagne. Si vous avez non, voilà. Pas forcément d'animation autour. Non. Alors, voilà, donc ce qui est surprenant, c'est que Christophe était sage quand il était petit, parce qu'il appréciait énormément le Saint-Nicolas, parce que c'est le patron des bons écoliers. Oui, ça a bien changé. Il y avait le père Fouettard aussi de l'autre côté, hein, mais là on voit bien le Saint-Nicolas était vraiment identifié. Et je crois que j'avais plus souvent des triques que des manalas. Si je peux me permettre, il y a une chose, si on va à Épernay, il faut aller à l'office du tourisme, parce que je me suis rendu il y a cela quelques mois encore, et vous connaissez tous la boîte à meux, mais ils ont la boîte à pop. Ah. C'est tout simplement le fait du bouchon de champagne qui sort, que vous entendez. Je trouve que c'est exceptionnel d'avoir non pas une boîte à meux, mais une boîte à pop, oui, pour montrer l'esprit notamment du champagne. En tout cas, je trouve que c'est un magnifique clin d'œil qu'on peut offrir à des amis, et je pense que ça marche vraiment très bien. Ah oui, il faudrait qu'on l'écoute ça, Antoine, cette boîte à pop là. Vous l'avez sous les bras, non? Non, malheureusement, j'en ai pas à disposition, mais ouais, elle existe. Oui, tout à fait. Je confirme son existence et son succès également. Parfait. On marque une petite pause, chers amis. On continue à évoquer cette belle région du Grand Est où il faut absolument aller à l'occasion de Noël. C'est pas loin de Paris, c'est pas loin de Lyon, c'est pas loin de nulle part. En fait, c'est près de partout. Voilà. On se fait une petite pause, on se retrouve juste après. Le Grand Est, berceau des lumières de Noël, présente
Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Jiquel. Nous sommes dans cette vaste région du Grand Est, cet immense territoire qui, je le rappelle, commence à 100 km de Paris, au départ de Nogent, sur Seine, dans l'Aube, et qui va jusqu'à Colmar, Strasbourg, Charleville-Mézières, et qui couvre un territoire de forêt et un territoire de ruralité, où les gens sont plutôt heureux de vivre, d'après ce qu'on voit sur ces images. Et car nous accueillons aujourd'hui Cédric Goutte, vice-président de la région Grand Est, délégué au tourisme, et qui est heureux aussi de parler du tourisme, parce que le tourisme est une affaire qui marche. Christophe Bergamini, directeur de l'Office du tourisme de la vallée de Kaysersberg en Alsace, Clémence Pouget, maire de Yutz en Moselle, et Antoine Imbert, il est lui chargé de promotion et d'événements pour la ville d'Épernay en Champagne, et il nous parle des habits de lumière. C'est quoi les dates, Thomas? Oui, c'est ça, hein, c'est Antoine, pardon. Vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 décembre. D'accord, et on confirme qu'on est à 2 heures par la route, hein, à l'est de Paris, donc ça va vite. Tout à fait. Et par contre, il faudra se garer un petit peu à l'extérieur de la ville, je pense, parce qu'il y aura du monde. Oui, on attend du monde. On va tripler la population de la commune à ce moment-là, mais vous avez des solutions de stationnement en centre-ville et en périphérie de ville pour vous accueillir. Voilà, généralement, ça se passe plutôt bien. Et puis évidemment, des moyens de transport et notamment une ligne de train directe entre la gare de l'Est et Épernay. D'accord. Est-ce qu'on peut dire, Cédric Goutte, que le Grand Est est plutôt raisonnablement bien desservi pour aller explorer toutes les villes dont on a parlé ? Bien sûr, alors on a la chance d'avoir le TGV déjà dans un premier temps, c'est-à-dire que quand vous êtes à 80 minutes de Paris pour Metz, à peu près la même chose pour Nancy, on a un tout petit peu plus pour Strasbourg et même chose pour Colmar ou Mulhouse. Donc ça montre que pour des Parisiens notamment, on est presque dans la banlieue parisienne. Pour éviter de prendre un métro surbondé, on prend plutôt le TGV et on passe un bon week-end chez nous avec cette belle ambiance à un prix qui est à mon sens largement inférieur de ce qu'on peut voir ailleurs sur la périphérie parisienne. Et on y mange bien aussi. On a cette chance-là d'avoir beaucoup d'étoilés et également de bons chefs sur presque tous les lieux, tous les départements. En tout cas, ça montre tout simplement l'intérêt à la fois pour l'excellence, mais également pour cette volonté de mettre en avant nos territoires grâce à ces manifestations. Donc, bien sûr, venez au Grand Est, que ce soit en été, au printemps, en automne ou en hiver. Vous la verrez certainement différemment, mais vous êtes toujours heureux de venir. La preuve, il y en a même qui restent et qui vivent directement dans le Grand Est. Donc ça montre que c'est un lieu où il fait bon vivre. Et il y a même des Vosgiens qui s'installent en Alsace, à Kaysersberg. Mais bon, ça, ce sont des exceptions culturelles un petit peu. Ça arrive et puis ça fait 26 ans maintenant. Donc il y a un moment, c'est qu'on est bien. Est-ce qu'à Kaysersberg, autour de Kaysersberg, racontez-nous, Christophe, d'abord, est-ce qu'il y a des étoilés aussi? Est-ce qu'on y mange bien et est-ce qu'on peut y manger un peu plus finement que les produits forcément du terroir, parfois qui sont un petit peu bruts de décoffrage? Oui, alors on a la chance, nous. Moi, j'ai un territoire béni des dieux. J'ai 3 étoilés à 1 kilomètre à la ronde. Donc, ah oui. L'alchimie qui fait des produits plus autour des herbes, des plantes, avec une macaron vert également chez Jérôme Yeglet. On a Julien Bins à Hammerschwir qui lui a reçu d'ailleurs le prix du Goemio cette année nationale. Et puis le chef emblématique 2 étoiles qui rêve, et on croise les doigts pour lui, d'une 3e étoile, Olivier Nasty au Chambard à Kaysersberg. Donc comme le disait Cédric, on a la chance dans cette région Grand Est d'avoir beaucoup d'étoilés. Mais on a aussi de très bonnes tables en dehors, hein, des bibes gourmands, on a aussi de la restauration. On peut s'écarter un peu des centres-villes et d'aller en montagne. Moi, je suis pas forcément d'accord. Ah oui, c'est un peu lourd, Christophe. Je suis d'accord. Des fois, un bon make-off. Je sais qu'on en a partagé un il y a pas très longtemps. Donc voilà. Mais c'est vrai que on a une gastronomie en Alsace qui est un peu plus riche qu'ailleurs. Mais voilà, c'est ça aussi. C'est pour ça que les gens viennent aussi dans nos territoires. La gastronomie est quelque chose d'important lorsqu'on vient dans le Grand Est et en Alsace. Et du côté d'Épernay, quel est l'art de vivre à la champenoise, Antoine ? Alors bon, on essaye justement de transmettre cet art de vivre à la champenoise pendant le week-end des habits de lumière qui est composé de soirées festives comme on en parlait tout à l'heure, mais également d'animations gourmandes en journée le samedi et du coup on essaye de mettre en avant à travers ces animations la gastronomie champenoise en faisant venir également des chefs étoilés de la région. Donc on a la chance de recevoir 10 chefs étoilés
le samedi matin des habits de lumière dans ce qu'on appelle les habits de saveur. Et ces 10 chefs étoilés, en association avec une maison de champagne et une cuvée de champagne de l'avenue de Champagne, réalisent des mets en direct devant le public présent et qui peuvent être dégustés gratuitement. Donc c'est l'occasion pour le public de pouvoir rencontrer et d'être à proximité immédiate de chefs étoilés qu'on n'a pas forcément l'habitude de pouvoir Côtoyer, voir, oui, bien sûr. côtoyer exactement. Et donc ces chefs, à tour de rôle, viennent présenter leurs mets pendant la matinée, donc des habits de saveur, pendant le week-end des habits de lumière. Et c'est une façon pour nous aussi de mettre en avant, au-delà du produit champagne, la gastronomie champenoise. Est-il vrai aussi que, alors celles et ceux qui nous écoutent et qui ont des enfants peuvent aller à Épernay, qu'il y aura un concours de petits pâtissiers épaulés par des apprentis pâtissiers de la région? Ça, c'est une bonne idée, je trouve. Prenez-en de la graine, Christophe. Ouais, ok, je note. Mais on voulait en effet mettre en avant et faire participer les enfants donc dans le cadre de cette journée qu'on appelle une journée gourmande, le samedi 13 décembre, le samedi des habits de lumière. En après-midi, on laisse la place, après les chefs étoilés, on laisse la place aux enfants, aux jeunes pâtissiers qui pour 4 d'entre eux ont été sélectionnés sur dossier pour participer à une compétition, à une sorte de phase finale. Et ils viennent réaliser un dessert sur un thème qu'on leur impose. Donc cette année, c'est un dessert qui est travaillé autour de la poire. Et ils sont en effet aidés par des membres de l'association des métiers de bouche d'Épernay qui leur sert pour l'occasion de commis. Et donc voilà, on organise cette compétition de façon tout à fait conviviale en présence des parents, des camarades d'école, des enseignants. Voilà, c'est très bon enfant. D'ailleurs, comme tout le week-end des habits de lumière, hein, on en parlait tout à l'heure, on est vraiment dans un esprit convivial, familial, avec vraiment tous les profils qui peuvent nous rejoindre pendant ce week-end. Évidemment, des touristes qui viennent en nombre. Et donc voilà, on laisse la place aux enfants pendant le samedi après-midi des habits de lumière. Non, mais ça donne envie d'aller dans le Grand Est, visiter toutes ces festivités, ces endroits où l'on mange, où l'on prend les enfants en compte, en considération, on prend l'environnement aussi en compte. Clémence Pouget, une fois qu'on aura suivi Saint-Nicolas avec son habit violet, sa crosse, sa mitre, son père fouettard, son âne, qui va se déplacer, je crois, rue Roosevelt et avenue des Nations, qu'est-ce qu'on mange ? On mange tout ce que nos associations peuvent nous proposer sur le marché de Saint-Nicolas. Alors, c'est nos associations qui préparent la pâte à crêpes qui va être vendue très peu cher parce que en fait, cet argent-là retourne dans les caisses de l'association pour pouvoir acheter du matériel pour le club de foot ou participer sur notre quartier priorité de la ville avec des animations. Et puis, on a aussi des gens qui vont nous préparer des crêpés de pommes de terre. Donc ça, c'est un peu plus... Enfin, oui, c'est tout le Grand Est. Peut-être un peu moins la Champagne-Ardenne, mais les crêpés de pommes de terre, c'est quand même assez bien réputé. Et on a aussi, après, on peut se balader dans la ville et on peut retrouver chez notre boulanger chocolatier des chocolats, nos fameux vases celtes de Yutz qui ont été retrouvés et que l'on peut voir aujourd'hui au British Museum à Londres. Donc Yutz est représenté en Angleterre. Et voilà, pour nous, on a moins de spécialités comme en Alsace ou en Champagne, mais après, bien entendu, les choses banales, le pâté lorrain, les quiches lorraines, ça existe toujours, bien entendu. Alors les petits vases, ce sont des vases archéologiques d'une grande valeur historique, hein, qui ont été trouvés à Yutz, qui datent du temps des Celtes et qui sont pris en otage chez nos amis anglais. Il faudrait qu'on aille, on peut envoyer une équipe du Louvre aller les chercher parce que maintenant on sait comment faire. Effectivement, on peut envoyer l'équipe du Louvre. Mais ils sont tellement anciens et tellement précieux qu'on ne sait plus les déplacer. Et l'année dernière, enfin il y a quelques années, on a des impressions 3D qui ont permis de les faire revenir à Yutz. Mais malheureusement, je pense que si on veut vraiment les voir, il faut aller à Londres. Cédric Goutte, est-ce que Metz, qui a été élu le plus original et le plus à destination des familles, marché de Noël en 2023, c'est ça ? C'est bien ça. Alors, 2023 et 2021. Et 2021. 2 fois le titre. C'est vrai que c'est plaisant et on a cette spécificité au niveau du marché de Noël de Metz d'avoir 5 places, 5 lieux, on va dire, dans la ville qui permet en l'occurrence à chacun d'y trouver ce qu'il souhaite. On parlait de tout ce qui était lié à la gastronomie, mais on peut parler de l'artisanat parce que forcément, quand on parle de Noël, on parle de sapin de Noël. Qui dit sapin de Noël dit également les boules de Noël. Ah oui. Alors, on a
Meisenthal, qui est plus que connu avec cette nouvelle boule de Noël qui s'appelle Grip, qui est recherchée par tout le monde. Il y a presque un marché noir qui se crée, parce que il y en a que 80 000 qui sont produites pour cette année, donc c'est très peu et ça part très très vite. Et on a également d'autres types de boules. Alors on a de la cristallerie. Alors peut-être pour les auditeurs qui ne savent pas, mais c'est vrai que le duc de Lorraine, au niveau du XIVe siècle, avait fait le nécessaire justement pour essayer de s'accaparer l'ensemble de tous les faiseurs et de tous les artisans qui travaillaient réellement l'art du verre. Et ce côté artisanal a été conservé, notamment sur la Moselle-Est, donc entre pas loin de l'Alsace également, mais qui permet également de ressortir tous ceux qu'on avait dans le temps, avec Meisenthal, avec également la cristallerie Lehrer, qui a une magnifique aussi boule de Noël en forme d'étoile. Donc on a vraiment aussi de l'artisanat. Alors, on peut à la fois bien manger, mais on peut aussi acheter de beaux objets pour soi et également offrir sur la région Grand Est, avec tout. Alors, forcément, on a aussi le fameux manele qu'on peut manger, mais qu'on peut aussi mettre en décoration au niveau du sapin de Noël, mais qui permettent aussi de mettre en avant, parce que c'est un peu plus alsacien et allemand, ce manele. Donc c'est un petit personnage en biscuit qu'on voit de plus en plus maintenant, même sur Paris, comme quoi l'exportation se fait même en dehors du Grand Est des bons produits. La preuve, c'est qu'on partage, on n'est pas comme ça. Même chez les Parisiens. Même chez les Parisiens. Et c'est peut-être pour ça qu'ils viennent plus fréquemment en région Grand Est. Absolument. Où ils trouvent quoi y faire. On va marquer une petite pause, Cédric, on reprend juste après. Et c'est le moment de continuer à parler du Grand Est dans le quart d'heure qui suit et de donner encore envie aux gens, si c'est encore possible, d'aller visiter toutes les communes où se passent des choses. Il y en a à peu près une centaine dans le Grand Est. Il se passe des choses à Noël. À tout de suite. Le Grand Est, berceau des lumières de Noël, présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gickel. Cette région où la tradition perdure se réinvente sans cesse tous les ans au moment de Noël, c'est la région du Grand Est. Cet étonnant territoire qui réunit tout de même 10 départements, première région française en termes du nombre de communes, frontalier de 4 pays, et puis riche de plusieurs identités. Et nous avons les 4 meilleurs ambassadeurs du Grand Est qui sont autour de cette table. Enfin, non, ils sont, chacun chez eux, au chaud, derrière leur poêle à bois, avec leur pull avec des serres dessus. Non, j'en vois pas. Cédric Goutte, vice-président de la région Grand Est, délégué au tourisme. Christophe Bergamini, directeur de l'office de tourisme de la vallée de Kaysersberg en Alsace. Clémence Pouget est avec nous aussi, c'est la maire de Yutz en Moselle. Et Antoine Imbert, chargé de promotion et d'événements pour la ville d'Épernay, département de la Marne en Champagne. Tout à l'heure, je vous ai interrompu, Cédric, vous parliez de l'artisanat. C'est vrai, et je crois c'est vrai avec nos 3 autres invités pour le confirmer, que c'est aussi le moment où c'est la fête de l'artisanat local. Comment on fait pour barrer la route à des choses qui ne sont pas tellement locales et qu'on fait la promotion du tourisme local? Et quel est-il, ce tourisme local? C'est simple, tous les marchés maintenant en forme de chalet mettent à disposition des lieux pour mettre en avant leur travail. Et l'avantage, c'est que le travail ne se fait plus maintenant que pour la période de Noël, mais également tout au long de l'année. Et c'est aussi notre rôle en tant qu'institution, que ce soit par le biais de la région, que ce soit par le biais également de l'ensemble des villes, de mettre en avant les personnes qui valorisent à la fois l'artisanat, mais tout simplement aussi les lieux où ils sont présents, que ce soit par des produits. On évoquait avant à Yutz notamment la volonté de mettre en avant un bien qui était plus qu'historique et d'essayer de le transformer en chocolat ou autre pour justement le continuer à le faire valoriser. Et là, on a également le travail. Alors, on évoquait le travail du verre qui est aussi très présent au niveau de la Moselle. On travaille également le bois. Et là, on est un peu plus sur les Vosges et également l'Alsace où le travail du bois est plus que présent. Qui n'a pas vu les fameux coucous en termes d'horloges qui sont représentés sur les marchés de Noël? Et c'est aussi un savoir-faire. Et ce savoir-faire, il faut qu'on puisse justement le conserver, le développer et le mettre réellement en avant. Parce que si à un moment donné, il n'est plus présent,
mais on n'arrivera plus à le refaire revenir. Et cette volonté, notamment, c'est de à la fois le faire découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas, mais de le faire vivre tout au long de l'année pour que chacun puisse notamment en profiter et qu'on puisse conserver ce savoir-faire. C'est un savoir-faire qui est unique, et ce savoir-faire-là, alors ça peut être travaillé sur le métal également, ça peut être travaillé également sur d'autres types de supports, mais il faut vraiment que de l'art culinaire jusqu'au travail du bois ou de l'art verrier, on ait, on va dire, cette identité qui est bien représentée en tout cas au niveau de cette belle région, et qu'on puisse la conserver. Et forcément, quand on parle de verre, il faut aussi le contenant, mais il faut aussi le contenu. Et forcément, on peut parler du champagne, du vin, parce qu'on a aussi cette chance-là d'être une belle région viticole aussi. On va de la Champagne jusqu'à l'Alsace et de boire à la fois du champagne, de boire également un bon petit vin de Moselle, de temps en temps un petit vin d'Alsace, mais de temps en temps. Ouais, pas trop. Non. Faut pas exagérer non plus. Donc déjà les Vosges sont partis en Alsace, alors faut qu'on s'inquiète aussi. Christophe Bergamini à Kaysersberg. Alors vous, c'est pas de chalet dans la ville, c'est la règle du jeu cette année. Oui, mais Cédric l'a dit, moi j'ai bien aimé ces mots-là sur l'artisanat. Nous, c'est vraiment quelque chose que l'on pousse depuis des années, enfin depuis le début. Je dis souvent en rigolant, pas de made in China, pas de made in Taïwan, mais les gens qui sont là, sur les 50 chalets que vous parliez, Christophe, ils sont autour de l'église, dans la cour de l'Arsenal et place de la mairie. On a que des artisans, allez, à 80, 100 km à la ronde de notre territoire. Il n'y a pas que des gens du Grand Est, Cyril. Je suis désolé, Cédric, pardon, je suis désolé. Mais voilà, mais c'est vrai que c'est important, et je crois que c'est ce qui fait aussi le charme de nos marchés de Noël, et aujourd'hui, que ce soit les grandes villes, que ce soit Colmar, Strasbourg, en tout cas ce que je connais en Alsace, Célestat, ils ont fait ces efforts là-dessus sur l'artisanat et de proposer des produits de qualité, parce que c'est ça qui fera durer les marchés de Noël. Il faut pas tuer la poule aux œufs d'or aujourd'hui avec des marchés de Noël, j'allais dire bas de gamme, mais c'est pas ce mot-là, je trouve pas, de proposer des choses qui ne fonctionnent pas, et indépendamment de la décoration des villages. C'est sûr, quand vous allez à Kaysersberg à la tombée de la nuit, parce que ce qu'il faut pas perdre, c'est que nous, on est ouvert que les vendredis, samedis et dimanches pendant les 4 week-ends de l'Avent, et du coup, vous pouvez venir la semaine, et à 16h en semaine, vous balader dans les rues de Kaysersberg avec les illuminations des habitants et des commerçants, c'est juste magique. Est-ce qu'on trouvera à Épernay des petits chalets et de l'artisanat local en promotion ? Alors nous on est plutôt sur des animations pour les enfants, évidemment, pendant la période de Noël, lors des féeries de Noël, et lors des habits de lumière, on est plutôt aussi également sur des animations et des spectacles à part entière dont on parlait tout à l'heure, avec des bars à champagne qui sont ouverts en parallèle. Alors, à Épernay, c'est plutôt les papas qui sont mis à l'honneur, avec une parade automobile de 450 véhicules anciens. C'est toujours d'actualité ? Toujours, en effet, cette parade vient clôturer justement le week-end des habits de lumière, le dimanche matin, donc cette année le dimanche 14 décembre, et on reçoit en effet un peu plus de 400 véhicules aujourd'hui, 400 véhicules anciens qui se déplacent à cette époque de l'année dans des conditions plutôt hivernales pour le coup, et qui se rendent à Épernay dans un premier temps pour se rassembler, et ensuite qui défilent dans les rues d'Épernay et évidemment sur l'avenue de Champagne pour marquer la fin des célébrations des habits de lumière. C'est quand même très chic, cette concentration de voitures automobiles. 450, c'est une des plus grosses concentrations de France à ma connaissance. Alors ça doit en effet l'être, et ça doit l'être à cette période de l'année, en tout cas pour le quart nord-est de la France, c'est ce qu'on a l'habitude de dire pour le coup, et c'est vrai que c'est un rassemblement qui est relativement impressionnant par le nombre et la qualité des véhicules qui viennent aussi, puisque comme je vous le disais, on a quand même des véhicules d'époque qui ont un certain âge et qui se déplacent tout de même malgré les conditions, et qui sont capables encore de défiler aussi, et donc c'est plutôt impressionnant quand on assiste au départ de ce chouette cortège. Et à Yutz, Clémence Pouget, est-ce qu'on trouvera cette dissémination de petits chalets de Noël et cette ambiance de musique et ces petits sons de cloches partout ? Alors bien entendu, on retrouvera ça sur notre place à l'esplanade de la brasserie, là où on avait une brasserie dans le temps et on faisait de la bière.
Donc on retrouvera aussi de la bière de Saint-Nicolas qui est brassée exprès et qui sera au chalet de la confrérie de Saint-Nicolas, qui est brassée exprès pour le marché de Saint-Nicolas. Et puis oui, avec aussi de l'artisanat, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On a une maman qui fabrique des sacs en récupérant des habits de ses enfants et qui fait ça le soir après le boulot. Et pendant ces 15 jours, ça lui permet de se mettre en lumière et en valeur et de se faire connaître au fur et à mesure. On a aussi des crèches qui sont vendues sur le marché, qui sont fabriquées par une personne qui revient tous les ans depuis toujours. Et les week-ends, donc on est ouvert pendant 15 jours. Et les week-ends, on a des animations spécifiques qui sont prévues avec un spectacle de clôture le dernier week-end, en sachant que le dernier samedi, donc le 20 décembre, le maire de Yutz a la chance de pouvoir avoir à ses bras et Saint-Nicolas et le Père Noël, parce qu'il y a une passation de pouvoir entre les deux pour faire la transition. Et moi, je trouve ça chouette d'avoir une photo entre le Père Noël et Saint-Nicolas. Je me la raconte un peu à ce moment-là. Non, mais on comprend, c'est quand même le rêve à peu près de tout le monde, hein, d'avoir le Père Noël et Saint-Nicolas à chaque bras. Cédric Goutte, l'émission tire bientôt à sa fin. Est-ce qu'on peut donner un conseil quel serait pour vous un incontournable à faire, quelqu'un qui ne connaît pas encore la région Grand Est, la chose à ne pas manquer, un que voir que faire, un incontournable, instagrammable à faire dans la région, comme ça au débeauté? Forcément, on va dire, vu que je suis sur Voipy, c'est de venir à Voipy et voir également le marché de Noël de Voipy oui. sur ma ville. Mais non, dans l'absolu, c'est vrai il faut venir un peu voir les marchés de Noël, où qu'ils soient. Je pense que on a forcément Metz qui est vraiment commence, et la preuve en est, c'est que 2 fois troisième plus beau marché de Noël d'Europe, ça mérite le détour, il va de soi. Mais je suis comme Christophe aussi, c'est qu'il faut aller voir aussi les marchés qui sont dans les villages qui se trouvent à proximité. Ils ont à la fois un charme fou et on est réellement également dans cet esprit de Noël. D'accord. Quoi qu'il en soit, on se déplace, je pense qu'on est bien. Et si je peux me permettre juste, on va dire des propos que nous dit fréquemment Franck Leroy, le président de la région Grand Est, que Noël en Grand Est, c'est à la fois une émotion partagée, un héritage qui est vivant et une invitation à la découverte. Donc il faut vraiment venir et on va réellement se sentir bien, en tout cas sur cette belle région et dans cette belle région, lors de ces beaux moments de partage. Très bien. Christophe Bergamini, vous alors, à part Kaisersberg, le petit village à côté, pas loin, qui serait incontournable? C'est dur, hein. Allez. Non, je me lance. Bergheim, vraiment. D'accord, Bergheim, très bien. C'est sympa. Très bien. À Épernay, autour d'Épernay, qu'est-ce qu'on peut aller voir ou que voir que faire? Une randonnée, quelque chose, un incontournable que vous aimez bien faire, Antoine? Nous, on invite régulièrement nos invités justement à se rendre dans les vignes, à découvrir les vignes autour d'Épernay à travers différents parcours, notamment en véhicules anciens, avec des ateliers de sabrage de bouteilles de champagne, par exemple, qui sont proposés pendant ces parcours. Donc c'est très sympathique, ça plaît beaucoup, et puis c'est l'occasion de découvrir toutes ces vignes, tous ces coteaux autour d'Épernay qui sont particuliers, qui sont vallonnés et qui sont chouettes à toutes les périodes de l'année, notamment en cette période. De sortir un petit peu de la ville qui est enclavée entre les vignes, donc c'est à proximité immédiate d'Épernay pour le coup. Et Clémence Pouget, maire de Yutz en Moselle, qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce qu'on ne rate pas? Alors, si on veut un autre magnifique marché de Noël qui est pas très loin de Yutz, c'est le marché de Cirque-les-Bains, qui est très très joli. Et puis après, si on veut venir en dehors de Noël, vous pouvez revenir à Yutz le 9 mai pour les Euphoriques, notre festival de théâtre de rue, qui regroupe beaucoup de monde à chaque fois, le samedi jusque tard dans la soirée. D'accord. Le mot de la fin pour vous, Cédric Goutte, sur le marché de Noël, c'est vraiment le leader des marchés de Noël en France. Venez-y, goûtez, allez explorer, ne vous arrêtez pas au plus gros, il y a aussi des tout petits. Et puis surtout, on remercie les présidents d'associations et tous les bénévoles qui, pendant cette manifestation, montrent que c'est aussi eux qui tiennent un peu la baraque et qui tiennent surtout la baraque de la France. Hein, parce que quand ils sont toujours là avec toujours de la bonne volonté, toujours de l'huile de coude, toujours prêts les bénévoles. Et on les remercie. Tout à fait. Grâce aux bénévoles, on peut avoir des très beaux marchés et aux associations aussi. Et je peux vous dire que dans les temps qu'on court actuellement,
faisons-nous plaisir, allons justement dans ces différents marchés, profitons-en et vous serez toujours accueillis avec le sourire, quoi qu'il en soit, et vous allez passer un excellent moment. Donc je pense que pour justement avoir le bon remède sans pour autant avoir d'ordonnance, ou si vous vous en faites une, on va vous le faire. Venez voir les marchés de Noël au niveau du Grand Est. Merci beaucoup pour cette belle émission sur les marchés de Noël du Grand Est. On retrouve toutes les informations sur l'office-de-tourisme.fr du Grand Est. À bientôt mes amis, et on se verra forcément au moment de Noël et on se reconnaîtra. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. À bientôt. Au revoir. À la semaine prochaine, salut. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Avec le Grand Est, berceau des lumières de Noël.